veux dire que ma première préoccupation, c'est quand même le nombre élevé de victimes ukrainiennes. On n'en connaît pas encore exactement l'étendue, on n'a pas de statistiques, de chiffres fiables sur le nombre de personnes qui ont été tuées, qui ont été blessées, mais je crains que le bilan ne soit évidemment extrêmement élevé, de plus en plus élevé. Et c'est d'abord évidemment, je pense, à ces personnes, à ces femmes, ces enfants, ces hommes, auxquels il faut en penser, parce que je dirais derrière les grands concepts géopolitiques ou géostratégiques, ce sont quand même derrière des personnes qui se trouvent atteintes. Et on peut penser que d'ici un certain nombre, je ne sais pas, d'heures, de jours, de semaines, Kiev tombera, d'autres grandes villes aussi, et que l'Ukraine pourrait être à nouveau véritablement occupée et sous la domination d'un ennemi brutal qui a juré la disparition de l'Ukraine en tant que pays et des Ukrainiens en tant que peuple. Mais je pense qu'aux yeux de Poutine, effectivement, l'Ukraine n'existe pas et qu'il veut tout simplement transformer cette non-existence dans son esprit en une non-existence physique, réelle, matérielle. Il ne supporte pas en particulier que l'Ukraine, à ses frontières, cet ancien territoire soviétique, soit un pays libre, démocratique, qu'il y ait des aspirations, notamment d'ailleurs de la jeunesse, mais pas uniquement de la jeunesse, qui sont des aspirations, un jour, de rejoindre l'Europe. J'étais très frappé de voir, pas plus que hier soir, lors d'une des multiples interventions que j'ai pu faire dans les médias, où il diffusait un reportage et il y avait une jeune Ukrainienne, elle s'appelait Elena, qui parlait un anglais d'ailleurs remarquable, bien meilleur que celui de la plupart d'ailleurs des étudiants en France ou dans d'autres pays, qui est une militante pour l'Europe et qui expliquait tout cela. Il disait, mais finalement, l'Ukraine, ce rêve que j'avais, c'était celui d'un pays européen. C'était d'ailleurs le rêve que partageaient tous ceux qui ont fait la révolution de Maïdan et tous ceux également, les soldats, leurs familles, qui se sont battus au nom de l'Europe pour défendre l'Ukraine. Plus de 14 000 morts, il faut le rappeler, au nom des valeurs européennes. Et on a l'impression qu'à travers le peuple ukrainien, c'est toute l'Europe qui se battait, mais elle, je veux dire, cette nation ukrainienne, elle se battait pour l'Europe. Nous, je dirais, nous étions là derrière. Ben, la première chose, c'est que les sanctions qui ont été décidées, qui sont effectivement beaucoup plus fortes que celles qui avaient été édictées auparavant, que ce soit d'ailleurs par les États-Unis ou par l'Union européenne, ben, ce sont des sanctions qui étaient sur la table depuis très longtemps. Et notre faute, je dirais à nous, Européens, c'est de ne pas les avoir mises en œuvre bien plus tôt. Je rappellerai notamment que les sanctions qui concernent le premier cercle de Poutine, les oligarques, elles avaient été déjà proposées par Vladimir Ashurkov, le directeur exécutif de la Fondation anticorruption qui avait été créée par Alexeï Navalny. Et puis vous avez d'autres sanctions qui n'ont pas été édictées, notamment les sanctions qui concernent la coupure du système interbancaire de paiement SWIFT. Mais toujours est-il qu'un certain nombre d'autres sanctions, notamment l'impossibilité pour la Russie de se refinancer en euros, en dollars, en livres sterling, la coupure de la Russie des grandes places financières, est évidemment, c'est un paquet de sanctions très très important. De même d'ailleurs qu'il faudrait aller encore plus loin, que la coupure des approvisionnements de l'Europe en gaz, et on sait très bien que finalement les recettes que la Russie pouvait avoir à travers le gaz, à travers Gazprom, servait également à financer l'effort de guerre de la Russie. D'abord, soyons parfaitement clairs, les sanctions ne suffisent pas. C'est-à-dire, si l'on entend véritablement sauver l'Ukraine, il faut intervenir militairement, pas nécessairement avec d'ailleurs des troupes au sol, au moins dans un premier temps, mais au moins
en apportant à l'Ukraine les moyens de défense aérienne, de renseignement, de guerre électronique contre l'occupant. L'idée que uniquement les sanctions, aussi fortes soient-elles et aussi justifiées et indispensables soient-elles, suffiront, relève, à mon avis, d'une vue de l'esprit. Il faut être clair là-dessus. Si on veut être sérieux sur l'Ukraine, il faut véritablement prendre les moyens de la défendre. Parce que certains disent, oui, l'Ukraine, elle n'est pas membre de l'OTAN et donc ne bénéficie pas des garanties de l'article 5 du traité de Washington, c'est-à-dire garantie mutuelle. D'ailleurs, qui n'est pas automatique. Il faut le rappeler aussi, elle va être décidée à l'unanimité. Certains États ne sont pas obligés de se joindre éventuellement aux actions militaires qui pourraient être décidées dans le cadre de l'article 5. Mais sauf que si nous ne sommes pas sérieux sur l'Ukraine, même pour des pays qui sont couverts par cette garantie, notamment, on peut penser aux pays baltes, bien sûr aussi Pologne, Roumanie, mais d'abord pays baltes, parce que ce sont des pays de l'ancien empire soviétique. Est-ce qu'on ira jusqu'à appliquer l'article 5, alors même qu'on ne va pas au secours de l'Ukraine? Est-ce que ça suffira? Je pense qu'on a un vrai sujet, que là aussi, on donne un encouragement, si l'on n'intervient pas militairement, à M. Poutine d'aller encore plus loin dans son offensive et dans son agression contre des pays de l'Europe, et même donc des pays de l'Union européenne et des pays de l'OTAN. Vous avez eu cette attaque massive, brutale, contre l'Ukraine qui vise à lui dénier le droit à l'existence, mais nous avons commis une faute en ne rappelant pas que cette guerre, elle existe déjà depuis 8 ans. Bien sûr, vous avez eu les attaques massives de 2014-2015, les 14 000 morts et plus qui ont été tués en Ukraine. Mais cette guerre, elle a continué. Encore en 2021, l'année dernière, vous avez eu 80 morts ukrainiens, soldats ukrainiens, tués par l'armée russe. Et vous demandez aux habitants de Paris, aux habitants de Madrid, de Rome, etc., en Europe, les habitants qui ne connaissent pas, qui ne sont pas des spécialistes des questions internationales, est-ce qu'il y a une guerre en Ukraine? Vous leur posiez la question il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, ils ne le savaient même pas. Et je trouve que nous aurions dû quand même alerter beaucoup plus. Je ne parle pas même d'autres choses comme les crimes de guerre de la Russie massifs commis en Syrie. Nous aurions dû alerter beaucoup plus. Et plutôt que d'user un langage diplomatique, laissant entendre qu'on pouvait s'entendre, négocier quelque chose avec M. Poutine, il fallait clairement dire que cette guerre existait, que ces crimes existaient. Mais en même temps, c'est aussi frappant de voir que tout ceci était prévu, prévisible, mais que nous n'avons pas, et d'ailleurs nos amis américains non plus, n'ont pas véritablement anticipé, n'ont pas prévenu. Quand on a vu sur certaines images des hélicoptères, notamment, survoler le ciel de Kiev, j'ai dit, mais attendez, comment est-ce que c'est possible? Alors que même que l'on savait que les capacités de défense antiaérienne de l'Ukraine sont vraiment son talon d'Achille.